That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui a été édité chez Capricci. Le livre s'intitule « Des blondes pour Hollywood » avec comme sous-titre important « Marilyn et ses doubles ». Ça a son importance, on va l'expliquer dans quelques secondes pour quelles raisons. Le livre est écrit par Adrien Gombaud. Adrien Gombaud est journaliste et écrivain et vous êtes critique de cinéma au quotidien Les Échos et à la revue Positif. Et vous êtes l'auteur d'une dizaine de récits et essais dont Une blonde à Manhattan, édité chez 10-18 en 2012, et ou sur les années new-yorkaises de Marilyn Monroe, 30 secondes en Arizona, édité chez Espace et Signe en 2017, et Bruce Lee, un gladiateur chinois, édité chez Capricci en 2019. Merci en tout cas d'être là pour parler de ce livre. Et je rappelle que dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien qui renvoie à la page où vous pouvez vous procurer le livre, la page de la maison d'édition Capricci. Comment allez-vous ? Ouais, ça va, merci, et vous? Merci. Alors, je remercie doublement de sa patience. Ça a été très compliqué d'installer cette émission, mais tout est de ma faute, comme d'habitude. Donc, merci pour votre patience et je suis assez content. Première question, très, très basique pour le coup. Alors, on comprend que la figure de Marilyn Monroe est très importante dans votre histoire du cinéma, par le fait que vous avez déjà écrit sur elle. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à aller encore plus loin, pour le coup ? Parce que c'est un livre qui parle, donc, comme vous le dites, en sous-titre, de Marilyn et ses doubles. En fait, c'est une dizaine d'actrices qui ont un lien supposé avec Marilyn Monroe. Pourquoi ce livre ? Mais comme vous l'avez dit, c'est le deuxième livre sur Marilyn Monroe que j'écris. Néanmoins, le premier livre, déjà, Une blonde à Manhattan, n'était pas que sur Marilyn Monroe. C'était un livre qui parlait d'un photographe qui avait fait une série de photos de Marilyn Monroe en 1955, et c'était la relation entre ce personnage complètement oublié, photographe assez génial, qui s'appelait Ed Feingersh, qui est un photographe de guerre, qui s'était retrouvé sur ce shooting et qui avait fait cette fameuse photo, vous savez, de Chanel numéro 5, où on la voit comme ça mettre du parfum, et lui était tombé dans l'oubli. Et donc il y avait déjà dans Une blonde à Manhattan ce rapport entre quelqu'un d'extrêmement célèbre et quelqu'un de complètement anonyme. Et bref, en travaillant autour de cette année-là, cette année où donc Marilyn quitte Hollywood pour s'installer à Manhattan, j'étais tombé sur la réaction des patrons de Marilyn Monroe, des patrons de studio, et j'avais appris qu'effectivement, ils avaient cherché à la remplacer. Et la remplacer par qui? Comment on peut avoir l'idée bizarre de remplacer Marilyn Monroe? Voilà, donc bon, j'ai écrit d'autres livres, comme vous l'avez rappelé, sur d'autres sujets, mais j'ai toujours eu ça dans un coin de ma tête, cette idée complètement folle qu'on puisse remplacer quelqu'un par quelqu'un d'autre. Et puis par ailleurs, ça m'a toujours étonné, quelque chose qui tient du vocabulaire courant dans la presse cinéma. Quand arrive un nouvel acteur, par exemple un nouveau jeune acteur, on dit tiens, voilà le nouveau James Dean. Et ça m'a toujours paru complètement fou l'idée qu'on puisse être un nouveau quelqu'un, quoi. Enfin, il y a quelque chose de démentiel. Et donc voilà, j'ai commencé à creuser cette idée et qui petit à petit est devenu ce recueil de nouvelles vraies autour des ombres de Marilyn Monroe. Ce qui a fait, je pense, la force de Marilyn Monroe, c'est qu'on a voulu la mettre dans une case et elle a fini très vite par s'en sortir de cette case et de créer sa propre case. Mais là, avec le fait que des producteurs essayent qu'il y ait d'autres Marilyn, c'est une manière aussi, pour le coup, toujours d'avoir ces fameuses cases, quoi, qu'on ne peut pas être dans l'originalité. Est-ce que ça parle aussi un peu de ça, ce livre ? Oui, c'était aussi un livre sur le capitalisme, c'est-à-dire cette idée qu'on puisse créer des gens, comme on crée des voitures, comme on crée des cigarettes, que les gens seraient multipliables à l'infini et que donc Marilyn n'était qu'une chose. Et comme le cinéma avait créé Marilyn, le cinéma pourrait tout à fait en créer une autre. Et évidemment, là où c'est intéressant, c'est que ça ne marche pas. C'est-à-dire que c'est un échec complet. On ne peut pas remplacer Marilyn Monroe, on ne peut pas créer une nouvelle Marilyn. Donc c'était un peu ça l'idée, oui, c'était de dépasser le cas de Marilyn pour raconter ce qu'est le capitalisme, mais poussé à un degré de folie que seul Hollywood peut se permettre d'atteindre. Et est-ce qu'il y a aussi dans ce livre une manière peut-être aussi de dessiner la fin d'une certaine idée du cinéma hollywoodien, voire même
du cinéma hollywoodien même, pas une idée, du Oui, cinéma hollywoodien. oui, j'ai toujours pensé que quand Marilyn meurt, quelque chose du cinéma meurt avec elle. C'est-à-dire que elle va instantanément, au début des années 60, symboliser un cinéma qui n'existera plus jamais et dont elle aura participé d'ailleurs à la mort, hein. On peut penser que les Misfits est le film qui, avec Clark Gable vieillissant, avec ses Mustangs sauvages, est une image de la fin d'un certain cinéma. Donc évidemment, quand Marilyn meurt, elle devient le symbole d'un cinéma qui va plus exister. On rentre dans les années 60, mais ces femmes sont encore vivantes pour la plupart d'entre elles. Et donc, comment on continue à être un double de Marilyn dans un monde qui n'a plus de place pour une femme comme Marilyn Monroe, pour cette blondeur, pour ses robes lamées, et où on rentre quasiment dans le monde 60s où d'autres modèles féminins vont s'imposer. Et ces femmes, ces doubles de Marilyn, sont parfois encore jeunes, elles n'ont pas 30 ans, et pour certaines. Et donc, c'est comment on fait pour survivre après de nombreuses années en étant coincé dans une case qui ne sert plus à rien. Mais ces personnes-là, ces femmes, comme après on va expliquer, vous allez nous expliquer un petit peu comment vous avez choisi, comment ça s'est fait, le casting. Mais ces femmes-là, elles étaient pratiquement toutes conscientes de ce qu'on attendait d'elles. C'est difficile de lire dans l'esprit des gens tant d'années après. Je pense que c'est des femmes qui sont très jeunes quand elles arrivent à Hollywood, qu'on leur propose un travail, une fonction. Marilyn fait rêver déjà, quoique certaines ont l'âge de Marilyn. Et donc, il y a là la possibilité tout simplement d'entrer dans ce monde du cinéma. Ce ne sont pas, aucune d'entre elles n'est du sérail, hein, aucune d'entre elles n'est une fille de producteur ou une fille d'actrice. Donc, je pense que c'était tout simplement une marche sur laquelle s'appuyer pour rentrer dans cette industrie, dans ce monde-là. Et malheureusement, cette marche s'est avérée bancale. C'était en réalité un piège. Mais on s'aperçoit quand on regarde leurs films ou quand on écoute leurs disques, certaines ont également été chanteuses, comme Marilyn elle-même, que ces femmes avaient quand même du talent. C'est-à-dire qu'elles jouent ce rôle de Marilyn. Il est probable, et on ne saura jamais, qu'elle aurait pu en jouer un autre. Peut-être aurait-elle pas atteint la gloire qui a été celle de Marilyn, mais un autre chemin aurait sans doute été possible pour ces actrices que celui-là, mais c'est celui-là que le studio tout-puissant avait dessiné pour elles. Comment s'est opéré le choix de ces actrices qui viennent pas forcément, qui ne sont pas forcément américaines, hein. Il y a aussi d'autres qui proviennent de d'autres pays. D'ailleurs, parmi les 10, il y a même une française. Comment s'est opéré ce choix-là? C'est vrai qu'il y en a plus que 10. Il y a d'autres actrices qui ont été des doubles de Marilyn. Le grand problème avec ce livre, c'est qu'elles ont toutes des destins très tragiques. Et je ne voulais pas faire un livre déprimant du tout. Et donc, ce qu'il fallait, c'est en choisir 10 et ne pas accumuler des malheurs et des malheurs et des malheurs. Donc, j'ai choisi des actrices qui déjà pouvaient se compléter les unes les autres, c'est-à-dire qui avaient des destins qui n'étaient pas trop similaires. Ensuite, il y a eu tout simplement un choix qui s'est fait en fonction de la documentation. Beaucoup de ces actrices n'ont pas tourné dans des films extrêmement célèbres, donc j'ai essayé de trouver des actrices sur lesquelles on avait écrit des articles, pour certaines des livres, et dont je pourrais quand même voir un certain nombre de films. Et comme vous le rappelez, il y a des cas un petit peu particuliers qui me permettaient aussi de m'éloigner d'Hollywood, d'aller par exemple à Paris dans le cas de Corinne Calvet ou à Londres dans le cas de Diana Dors, et donc de varier un petit peu les décors du livre. Et il y a une chose, je pense que c'est dans l'introduction, si je me trompe pas, où vous parlez je crois que c'est dans l'introduction, si je me trompe pas, le rapport à où vous reprenez cette séquence, cette très belle séquence dans Pulp Fiction, je crois. Je sais pas si c'est dans l'intro, mais en tout cas c'est dans le livre, ça c'est sûr. C'est dans la conclusion, ouais. Dans la conclusion. Et donc, où vous reprenez cette séquence de Pulp Fiction qui est là pour le coup, qui pourrait être
qui pourrait être une espèce de présentation du livre, l'intention du livre, où à un moment, entre Uma Thurman et Travolta, ils sont dans ce café et ils pensent avoir, enfin je sais plus, je crois que c'est Uma Thurman, non c'est Travolta qui croit avoir vu Marilyn Monroe et en fait c'est Mamie Von Doren, et là ça explique quelque chose, ça dit beaucoup de choses. Oui, le Jack Rabbit Slims, qui est donc cet endroit où il y a cette fameuse séquence de twist de Pulp Fiction, n'existe pas. Néanmoins, il existe à Los Angeles des endroits où on peut se faire servir, paraît-il, par des sosies d'actrices et d'acteurs. Et effectivement, Uma Thurman dit « Ah bah tiens, c'est marrant, il y a 2 Marilyn, ou 3, il y a 3 Marilyn. » Et dit « Non, non, là il y a Jane Mansfield, et là il y a Mamie Van Doren. Et il y a aussi Marilyn dans Pulp Fiction, ce sosie, et on voit qu'à l'intérieur même de ce Jack Rabbit Slim, il y a une échelle, c'est-à-dire que Marilyn, le sosie de Marilyn du Jack Rabbit Slim, est celle qui va donner la coupe du twist, du concours de twist à Travolta et Uma Thurman, tandis que Mamie Van Doren et Jane Mansfield sont des serveuses qui prennent les commandes. Donc à l'intérieur même de ce Jack Rabbit Slim, il y a cette échelle assez cruelle qui est celle de Hollywood. Mais c'est vrai que j'étais toujours fasciné aux États-Unis par ces sosies un peu pathétiques qu'on peut voir sur Hollywood Boulevard, se faire prendre en photo avec les gens. Et je me suis toujours demandé qui étaient ces gens, même à Broadway. On voit comme ça ces gens déguisés en Dark Vador ou en Spider-Man et qui se font prendre en photo. Je me souviens, j'étais d'ailleurs à Broadway, j'avais fait un article où j'avais remonté Broadway. Et un soir, je rentre à mon hôtel et je vois un gars déguisé en Dark Vador. Et puis je tourne à droite et mon hôtel était près d'un théâtre. Et dans la rue donnait la sortie des artistes. Et là, je vois Adam Driver qui sort d'une pièce dans laquelle il jouait. Et je me suis dit, mais ce pays est dingue. Je viens de voir Dark Vador, un pauvre mec qui est peut-être à rêver d'être Adam Driver ou d'être l'équivalent d'Adam Driver et qui se fait prendre en photo avec des touristes à Broadway. Et dans la rue derrière, il y a le vrai Adam Driver. Et c'est pareil à Los Angeles, où vous voyez des gens déguisés en Marilyn sur Hollywood Boulevard. Et vous vous dites, oui, il y a quelque chose de tordu, de très bizarre, où vraiment la dureté de la vie et le rêve sont si proches l'un de l'autre. Et le livre était aussi inspiré de ce type d'expérience américaine, je pense. Mais ça montre aussi que là, pour le coup, sans utiliser des mots très basiques, on a souvent entendu liés au cinéma, la maison cinéma, tout ça. Mais là, pour le coup, on est vraiment dans un autre pays. Le cinéma hollywoodien est un pays très particulier où le temps est complètement suspendu. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que là, vous venez d'évoquer quand même Travolta dans cette séquence de Pulp Fiction, lui-même est un personnage à part parce qu'il représente, en faisant ce twist, ça le renvoie au personnage que nous connaissons de Saturday Night Fever. Enfin, c'est voulu et c'est très beau ça en même temps. Mais comment vous pouvez… est-ce que ce rapport comme ça au double qu'on a pu voir dans les années fin 50, dans les années 60, vouloir absolument retrouver quelqu'un ou quelqu'une qui serait la nouvelle Marilyn, est-ce que aujourd'hui, et je parle dans l'industrie hollywoodienne américain, même si beaucoup de choses ont changé, mais je fais exprès d'utiliser le mot hollywoodien, comme ça vous pourrez me contredire. Et donc, pour savoir, est-ce que ça existe encore aujourd'hui, cette manière de penser de par les producteurs, de par les financiers aux États-Unis? Je pense que les questions que posent ces doubles sont toujours valables parce qu'on est sur la lutte de la star et du producteur. C'est-à-dire que Marilyn fait gagner beaucoup d'argent, notamment à la Fox, et quand elle part, la Fox perd beaucoup d'argent. Et donc, elle a un pouvoir. Et ce pouvoir a toujours été un problème pour les studios. C'est-à-dire que le patron du studio n'a pas le pouvoir absolu. Je veux dire, personne ne va voir un film parce qu'il est produit par Fox. Il faut qu'il y ait Marilyn dedans. Et donc, si on peut enlever le facteur humain du cinéma et faire venir les gens sans dépendre de la star, qui du coup va demander plus d'argent, qui du coup va avoir des exigences et qui va compliquer la vie du producteur, ça, ce serait le rêve. Je pense qu'on y arrive aujourd'hui avec les personnages de super-héros. C'est-à-dire que Batman peut être joué par plusieurs personnages. Et Batman est une star.
Batman va faire venir des gens. Mais vous pouvez changer de Batman. Et ça, vous ne pouviez pas le faire avec Marilyn, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de prendre Mamie Van Doren, de prendre d'autres actrices et de faire d'autres Marilyn, et on voit bien que ça ne marche pas. Mais par contre, vous pouvez le faire avec un super-héros. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive à l'aboutissement de ce combat et de cette démarche complètement folle qui consistait à enlever l'acteur, le paramètre acteur, le paramètre star de l'économie d'un studio. Bien sûr, il reste encore aujourd'hui quelques stars et on voit bien qu'on ne peut pas faire Top Gun sans Tom Cruise, par exemple. Mais si on peut se passer de Tom Cruise et faire des films où les gens sont remplaçables les uns par les autres, c'est économiquement tout à fait redoutable. D'ailleurs, vous dites dans l'introduction, vous dites, page 9, malgré l'échec des nouvelles Marilyn, les studios n'ont jamais abandonné une ambition qui consistait au fond, ça c'est très important, à effacer le facteur humain de leur industrie. Et vous dites, elle trouve son aboutissement au début du XXIe siècle avec l'ère des super-héros. Et je trouve que c'est juste, enfin c'est exactement ça. Et c'est ça qui est terrifiant finalement. C'est-à-dire que oui, ça n'a pas marché avec Marilyn, mais on va continuer jusqu'au bout et finalement, on va y arriver. On peut maintenant avoir des stars qui ne sont pas des stars humaines. Disney a réussi, mais sans qu'il y ait d'image. C'est-à-dire que Mickey est une superstar qui, effectivement, ne coûte rien, n'est que du dessin. Mais avec des acteurs humains, ce n'est que maintenant, vraiment, qu'on arrive à l'aboutissement de ce processus. Alors, le livre. Il y a donc 10 comédiennes, je vais les nommer. Hein. Il y a Mamie Van Doren, Corinne Calvé, Lise René, Barbara Payton, Barbara Nichols, Joey Lansing, Diana Dors, Sherry North, Jane Mansfield, Anna Nicole Smith. Alors moi, personnellement, il y en avait peut-être 2 ou 3 que je connaissais, donc surtout Jane Mansfield, ça c'est évident. Et donc, il y a une dizaine de comédiennes. On ne peut pas parler de toutes les comédiennes, en tout cas toutes dans le livre, mais j'aimerais comme ça savoir, est-ce qu'il y aurait peut-être parce qu'elles ne sont pas toutes mortes de manière tragique. Par exemple, Mamie Van Doren existe encore. D'ailleurs, Mamie Van Doren, c'est très simple, c'est très drôle parce que vous la suivez sur son compte Twitter. Oui, elle me suit aussi d'ailleurs. Génial. Elle est géniale, Mamie Van Doren. Tenez, parlez-nous un petit peu de Mamie Van Doren, de ce rapport à Twitter, parce que je trouvais ça veut dire beaucoup de choses. En plus, je trouve ça génial. Oui. Ben, Mamie Van Doren, c'est donc cette actrice qui est contemporaine de Marilyn Monroe et qui survit à Marilyn Monroe et qui en effet est encore vivante aujourd'hui. Donc vous pouvez la suivre sur Twitter et où vous avez la vie d'une femme de 92 ans. C'est à la fois fascinant et en même temps effrayant, c'est-à-dire qu'elle continue de cultiver à plus de 90 ans ce mythe de la blonde années 50, quoi. Et donc, elle se fait prendre en photo par son mari. Elle, comme beaucoup de ces actrices d'ailleurs, après la fin de cette ère des blondes en robe fendue, lamée, etc., s'est réfugiée au cabaret et a fait beaucoup de spectacles de théâtre. Et on voit que le théâtre a servi de refuge à de nombreuses actrices. Qui ne trouvaient plus leur place au cinéma. Et puis, à chaque nouveauté, elle a tenté de s'adapter, de survivre. Donc, elle est à la télé. Et puis, maintenant, elle est sur les réseaux sociaux à 92 ans. Donc, c'est quelqu'un d'admirable parce qu'on voit que Hollywood, jusqu'à 92 ans, c'est constamment s'adapter. C'est-à-dire que si on veut survivre, même au niveau de Mamie Van Doren, quand arrive Twitter, à 90 ans, il faut créer son compte et devenir une sorte d'influenceuse pour pouvoir continuer à exister. Et c'est ce qui explique qu'elle est encore parmi nous, je pense. C'est qu'elle a toujours été dans le présent, y compris à l'ère des réseaux sociaux. Alors, parmi les autres comédiennes, moi, il y en a une, enfin, il y a le cas Jane Mansfield qui est assez particulier parce que, est-ce que des 10, c'était peut-être la comédienne qui était comment je pourrais dire, la plus lucide? Oui, je pense en tout cas que c'est la seule de ces 10-là qui a su créer son propre mythe à partir de Marilyn. Alors, c'est un mythe très particulier, mais elle a quand même une existence en elle-même, Jane Mansfield. Elle est connue. Il y a de nombreux livres qui ont été écrits sur Jane Mansfield, des bandes dessinées.
des biopics qui ont été faits d'elle. Donc, c'est pas quelqu'un de parfaitement inconnu. Néanmoins, c'est quand même un double de Marilyn. Donc, c'est une version presque cartoonesque de Marilyn Monroe qui est fascinant en tant que tel, quoi. Mais oui, on peut dire que dans un sens, elle a quand même réussi, elle, à inscrire son destin en elle-même en partant de Marilyn, ce qui n'est pas le cas des autres qui sont beaucoup moins connus, sauf Diana Dors, qui a quand même une certaine notoriété, mais uniquement britannique. Oui, et puis il y a Diane Mansfield, il y a aussi le fait que... enfin, mais ça, c'est intéressant, ça. Toutes ces actrices, est-ce que ça dit quelque chose aussi de comment peut-être l'Américain moyen, ou alors peut-être les producteurs américains, les mâles, comment voyaient les femmes de cette époque-là, des années 50, voire même jusqu'au début des années 60? C'est-à-dire il y a un vrai paradoxe ici avec ces actrices, c'est qu'évidemment, elles incarnent un cliché sexiste. Évidemment, c'est la blonde à forte poitrine, mais en même temps, elles, en tant que personnes, elles sont des femmes indépendantes qui travaillent, qui gagnent leur vie à une époque où les femmes ne travaillent pas ou peu, où le modèle féminin, c'est la femme au foyer qui attend son mari. Elles travaillent, elles font quelque chose de leur vie, elles sont indépendantes. Bien souvent, les hommes qui ont partagé leur vie ne l'ont pas supporté, tout comme Marilyn, hein, d'ailleurs. Ce sont des hommes qui ont épousé des femmes et qui espéraient que ces femmes pourraient leur appartenir, et ça n'a jamais été le cas. Donc, d'un côté, on peut trouver qu'elles correspondent à un cliché d'une autre époque de la représentation de la femme, et d'un autre côté, si on étudie leur vie, elles préparent quelque part la génération d'après, les années 60, et qui c'est une génération qui va balayer leur image. Mais néanmoins, je pense que c'est des femmes qui ont quand même déblayé le terrain à ce titre. Donc, il faut voir les deux aspects de ces images-là, quoi. L'aspect glacé du poster, où effectivement, c'est une femme objet de désir pour les hommes, et en même temps la vie de femmes qui se sont battues sans cesse pour leur indépendance et qui, pour beaucoup, sont parvenues à l'obtenir, comme Mamie Van Doren, par exemple, comme Lise René. Enfin, il y en a quand même pas mal qui ont réussi à être des femmes indépendantes à une époque où les femmes n'étaient pas indépendantes. Et parmi ces 10 monceaux de vie, est-ce qu'il y en a peut-être une pour qui vous avez un intérêt autre, mais peut-être qui vous touche le plus, hein? C'est difficile à dire parce qu'au fond, je les aime toutes. Voilà. Vraiment, j'ai éprouvé énormément de plaisir à découvrir toutes ces femmes. Bon, j'aime beaucoup Lise René parce que je trouve que c'est un personnage complètement dingue qui a fait de la prison, qui a fréquenté la mafia new-yorkaise et qui est devenue une reine de Las Vegas. À la fin de sa vie, elle apparaissait sur les scènes de Vegas portée par des sortes d'Adonis magnifiques. Et ce côté de toujours trouver une astuce pour s'en sortir, de devenir peintre. Alors elle vendait ses toiles, voilà, et de créer son propre Hollywood à Las Vegas. C'est-à-dire Hollywood n'a pas voulu de moi, ben, c'est pas grave, je vais aller dans une ville encore plus dingue et je vais devenir une reine de Las Vegas, même si j'ai pas pu être une grande actrice de cinéma, au moins je serai une reine des scènes de Las Vegas. Et puis j'aime beaucoup Diana Dors, qui incarne quelque chose de la Grande-Bretagne qui me plaît assez, quoi. C'est-à-dire ce côté populaire dans un monde aristocratique. Diana Dors, c'était vraiment la fille des pubs, quoi. C'est-à-dire la fille qui chante dans un pub le samedi soir, toute maquillée, toute pomponnée, bruyante, et qui était complètement incompatible avec l'idée de la distinction hollywoodienne. Et donc qui débarque à Hollywood avec cette espèce de gouaille des faubourgs anglais et qui garde ça. C'est-à-dire qu'elle est incapable de devenir américaine. Elle reste Diana Dors jusqu'au bout. Et elle reste une superstar. Même si elle n'est pas
elle n'a pas la gloire hollywoodienne dont elle rêvait, elle va vivre une vie de superstar jusqu'au bout et jusque dans sa mort, où son dernier geste, sachant qu'elle va mourir d'un cancer, c'est d'accrocher ce collier avec marqué Dors, et donc son nom en lettres d'or, et elle réussit à s'inventer une mort hollywoodienne, alors qu'Hollywood n'a pas voulu d'elle. Vous vous disiez pas un moment, vous vous dites pas un moment quand vous écrivez tous ces textes, vous dites c'est pas possible, je vais entendre un moment le réalisateur dire couper tellement que c'est tellement c'est ça aussi, c'est s'il y a une c'est très hollywoodien, c'est très fictif et en même temps et surtout mais c'est réel tout ça, mais c'est assez impressionnant leur parcours de vie. Oui, c'est vrai, mais ça je crois que c'est lié à Hollywood même. C'est-à-dire que j'ai toujours eu le sentiment que Hollywood était un film. Hollywood produit des films, mais se met lui-même en scène en tant que film. Et la cérémonie des Oscars, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les films n'ont parfois aucun intérêt, mais on voit bien qu'il y a une mise en scène, un suspense, une course pour savoir qui sera au-dessus. Et donc ces actrices sont tellement hollywoodiennes que leur vie même devient un scénario de film et elles en sont complètement conscientes. C'est d'ailleurs étonnant de voir, finalement on ne l'a pas fait parce que c'était trop compliqué, mais à un moment je m'étais dit il faudrait qu'on fasse une carte et on s'aperçoit que en fait elles ont toutes vécu sur une portion de Los Angeles assez petite. C'est comme un village, donc elles traversent exactement les mêmes décors, les mêmes endroits. Et finalement c'est comme si c'était un studio Los Angeles, où se jouait un seul film avec des hauts, des bas, des fortunes, des meurtres, de la prison, tout ce qui fait effectivement un scénario. Et ces grandes lettres Hollywood qui surplombent tout ça. Est-ce qu'il y avait aussi des doubles de Marilyn, mais qui ne soient ni en France, ni aux États-Unis, ni en Grande-Bretagne, bref, qui soient dans un autre continent que l'Amérique du Nord et l'Europe, on va dire ça comme ça. Alors, pas vraiment, pas au sens où très concrètement, des studios essayent de trouver un double de Marilyn. Mais Marilyn Monroe, c'est un peu comme Venise, c'est-à-dire c'est un terme générique. Et donc vous avez, je sais pas, la Venise du Périgord, n'importe quelle ville qui a des canaux, on dit que c'est la Venise de quelque chose. Et donc, toute femme un peu sexy, sensuelle, provocante ou scandaleuse va être la Marilyn. Donc vous avez effectivement la Marilyn de Bollywood, la Marilyn du Japon, la Marilyn de Hong Kong, vous trouvez tout ça. Mais en réalité, bien sûr, il n'y a qu'une seule Marilyn Monroe. Tout ça, et de même qu'il n'y a qu'une seule ville de Venise. Donc c'est quelqu'un d'unique et on essaye de mettre ce nom derrière d'autres personnes toujours. Alors, je rappelle, un des blondes pour Hollywood, comme sous-titre, c'est Marilyn et ses doubles. Voilà, c'est édité chez Capricci et c'est écrit par Adrien Gambeau. Dans le descriptif, vous avez toutes les informations pour vous procurer le livre. C'était en tout cas un plaisir. Et là, je le dis vraiment, on n'a pratiquement pas dit grand-chose du livre parce qu'il y a 10 histoires, il faut les lire, c'est passionnant. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes quelques questions. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Frédéric. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.